Bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième épisode d'Agoracor. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration autour de la notion d'accompagnement. Nous sommes 5 des formateurs de l'Humaine Formation réunis autour de cette table aujourd'hui pour échanger sur cette notion. Comment est-ce que nous la mobilisons dans notre pratique et comment est-ce que nous garantissons le maintien du cadre relationnel qu'elle induit. Bérangère et Benoît, vous avez la particularité tous les deux d'être thérapeutes. Vous combinez donc dans votre exercice professionnel ces différentes postures que sont celles de thérapeute et celles d'accompagnant. Pouvez-vous nous en dire plus sur la manière, sur ce que vous identifiez plutôt comme étant des caractéristiques de la posture d'accompagnant dans votre pratique professionnelle? Moi, ça passe vraiment par le fait de redonner à l'autre son pouvoir, notamment quand la question assez classique qui peut ressortir après un massage, c'est Oh, est-ce que vous avez perçu des choses? Et là, dans ce cadre-là, de dire et vous, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez senti? Et voilà, pour moi, il y a vraiment cette notion d'aller mettre de la conscience et de la consistance à cet endroit-là de la relation et d'être garant, en fait, de ce rapport d'horizontalité. Et après, ouais, il y a cette question du cadre, de bien définir le cadre avec l'autre, de l'impliquer dans cette définition du cadre à partir aussi de, voilà, notre cadre de référence et comment on travaille. De voir comment offrir de la souplesse aussi. Pour moi, ça passe vraiment dans de la mise en lumière, de la présence, de l'attention. Euh, ouais, c'est drôle parce que finalement, cette notion de présence revient aussi à cet endroit-là. Je fais toujours la démarche qu'on essaie de se dégager de ce rapport de verticalité un petit peu entre le sachant faire qui va trouver la solution à une problématique, qui va endiguer la douleur, qui va permettre au patient qui est rarement patient de récupérer son autonomie et de l'importance de se réapproprier son processus de guérison. Cette posture d'horizontalité est vraiment une des caractéristiques de ce qui engage l'accompagnant dans la relation. C'est cette promesse d'équité dont on parlait dans le premier épisode. C'est un exercice difficile pour l'accompagnant, ça nécessite des compétences, de savoir mobiliser certains outils, mais ça peut aussi prêter à confusion pour l'accompagner. Clément, toi, tu proposes l'accompagnement par le massage à un public spécifique qui est celui des sportifs. Ce public a vraiment cette habitude à consulter des médecins généralistes, des kinésithérapeutes, dans cette optique d'optimiser la performance, de perfectionner le corps. Quand ils arrivent en séance d'accompagnement par le massage, comment ça se passe avec toi, Clément? Comment est-ce que tu maintiens ton cadre? Bien poser son cadre, en fait, comment on annonce déjà notre pratique, que ce soit sur notre site internet, par exemple. Dans le fait que je me présente en massage sportif spécifique, je peux être aussi confronté à cette notion d'urgence. Je pense à un client qui, des fois, m'appelle pour le jour même parce qu'il a mal au dos, parce qu'il a cette douleur qui revient. Donc, c'est OK, on va travailler dessus. Je peux être aussi confronté à ça. Donc, l'idée, c'est vraiment je dois me replacer moi, dire, bon, OK, on a travaillé là-dessus, on essaye ça, ça, pour que ça aille mieux, mais ça soulage simplement. Et du coup, là, c'est vraiment l'important, c'est de poser des questions s'il y a déjà eu des consultations ostéopathiques, par exemple, kiné, voir s'il a fait des ajustements dans sa pratique sportive. Ce client aussi qui me pose des questions d'ordre médical, c'est pas grave si j'ai une douleur là, est-ce que c'est pas le cœur? Donc, je dois toujours replacer en disant, bon, moi, c'est pas mon rôle je peux pas le savoir en fait, c'est pas mon corps de métier, donc je peux te soulager la douleur, mais là, ça, c'est à toi de faire le travail, d'aller consulter éventuellement un médecin, faire une radio ou autre, quoi. Donc c'est vrai, quand on se présente, si on a une manière de masser, comme moi, qui aime bien soulager les douleurs très en profondeur, on peut être confronté à cet aspect-là de soignant. Et donc c'est toujours le discuter, de dire,
Moi, c'est pas, mes limites sont là, je soulage. Après, pour que ça aille mieux, c'est à la personne de faire d'autres démarches, de rechercher, et puis voilà, puis de là, on travaille ensemble au travers du massage. Oui, le cadre se pose en amont dans la manière de présenter sa pratique, de calibrer sa séance. Tout ça sont des éléments qui vont permettre en amont de préparer, d'assurer ce rapport d'horizontalité qui va se dérouler pendant l'accompagnement. Adeline, maintenant, on va pouvoir avec toi aller un peu observer comment ça se passe dans le monde du subtil. Tu pratiques le channeling et l'accompagnement par le toucher. Dans cet espace, il peut aussi y avoir confusion. Là, on vient toucher les excès de certaines pratiques et à venir induire une confusion dans ce qui est proposé. C'est aussi du coup ce qu'on peut retrouver chez la clientèle qui peut avoir potentiellement cette tendance à demander à être soigné de quelque chose. Comment est-ce que toi tu repositionnes le cadre aussi euh, dans ta particularité? Quand on me pose souvent la question, qu'est-ce que tu aurais fait? Et là, je les regarde dans les yeux, simplement, et je leur dis, et toi, reviens à tes perceptions, et qu'est-ce que toi, tu aurais fait? C'est les amener vers une désenfantilisation. Je vais, à un moment donné, être ta main à un instant T. Je vais te permettre de retrouver des forces, et après, je t'accompagnerai, voilà, pour t'envoler tout seul. Moi, c'est ça que j'ai envie de partager, c'est ça que j'ai envie de faire aujourd'hui, parce que tu sens ce truc-là, tu le sens, tu le perçois dans le ton, dans la manière dont la personne va te répondre, va te parler en début de séance et en fin de séance. Tu sens la différence. J'entends souvent grâce à toi. Tu dis, mais ce n'est pas grâce à moi. C'est toi qui a osé à un moment donné faire un pas. C'est toi qui a fait les choses. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai juste été une main tendue. Euh, Peut-être te donner quelques outils, une phrase, un mot qui t'ont permis de continuer à cheminer. Et à nous aussi quand on sent qu'une personne s'accroche, euh, à nous d'essayer de s'en libérer, hein, parce que c'est un échange et c'est tous les deux hein, qui sommes emprisonnés dedans. À nous de nous libérer pour trouver un équilibre afin que chacun des deux personnes, l'accompagnée et l'accompagnant, puisse à un moment donné s'envoler et pouvoir se dire, bah, tiens, aujourd'hui, je suis prêt, je vais peut-être te lâcher la main et je vais peut-être essayer ou m'autoriser ou à m'envoler et à voir ben, ce que ça fait en fait. Moi, je trouve qu'aussi qu'une personne qui revient régulièrement euh, voir une même personne, ça peut aussi engendrer un système ben oui, tu es mon sauveur, je n'écoute que toi, comme si on était une espèce de gourou. On voit ses paroles, on ne regarde que lui, on parle comme lui, à percevoir ça et à le dire et ne pas avoir peur de me dire, bah, tiens, si tu viens plus chez moi, c'est pas grave. Et c'est vrai que c'est une posture qui est assez compliquée dans nos espaces. Hein. Moi, j'ai la chance d'être salariée encore aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est pas quelque chose, le financier, pour moi, c'est pas un frein. Oui, et c'est hyper important ce que tu viens toucher là, parce on parle là, voilà, de la distinction entre l'accompagnement et le thérapeutique. Mais la posture d'accompagnant va pouvoir aussi s'exercer en parallèle d'une posture d'entrepreneur, par exemple. Et c'est là où la rentabilité de son activité, etc., enfin toutes les valeurs, tous les objectifs que porte cette posture d'entrepreneur peuvent par moment entrer en collision avec ce qui est porté dans la posture d'accompagnant. C'est d'ailleurs ce qu'on explore dans notre module posture entrepreneuriale qu'on propose à l'Humaine. Mais c'est vraiment important de nommer là, il y a l'étiquette professionnelle. Et dans cette étiquette professionnelle, on va pouvoir mobiliser différents outils de différentes postures. Dans la posture d'accompagnant, on est donc attentif à ce rapport d'horizontalité, mais aussi à cette autonomie que tu touches dans ton partage là, Adeline, l'autonomie de la personne. L'accompagnant, lui, va jouer un peu un rôle de miroir, de reflet, et permettre à la personne de contacter ses propres ressources, mais des ressources qui sont d'ores et déjà existantes, déjà en place. C'est là où l'accompagnant va devoir pouvoir mobiliser des qualités d'écoute active pour pouvoir les mettre en relief, va pouvoir assurer une qualité de présence, celle dont on a beaucoup parlé dans le premier épisode, pour pouvoir permettre un ancrage relationnel à la personne qui va lui permettre, oui, de prendre ce petit pas de recul, d'être suffisamment sécurisé pour aller observer
que oui, elle a des ressources. Et là, du coup, où le thérapeute va chercher à guérir, à modifier, à soigner, à transformer, l'accompagnant va peut-être simplement se concentrer sur le fait de révéler. C'est tout le travail qu'il y a à faire en formation, d'arriver à faire ce pas de côté sur cette conception horizontale du rapport humain pour arriver à intégrer réellement dans sa structure ce rapport d'horizontalité. Et la pratique, l'expérience permet vraiment de venir nourrir ça. C'est pour ça que dans la formation, on a vraiment mis un point d'honneur à proposer des temps de pratique suffisants, des temps d'observation de la pratique conséquents également, pour pouvoir permettre à ce processus de maturation de se faire. Et je te rejoins parce que c'est comme si c'était une, une erreur de jeunesse. Il y a souvent le débutant, il veut faire en fait, il sait, il y a ce conflit des valorisations, il doit s'assumer, s'assurer c'est le sachant. Il sait, et du coup, il y a un peu cette posture de verticalité. Et ouais, ça s'apaise avec le temps, en fait, parce que l'accompagnant, il a plus rien à prouver. Il est plus dans le je veux faire, mais peut-être que dans juste le je veux être ou je souhaite être présent. Une autre caractéristique de notre profession, c'est qu'on va aussi engager une relation sur un temps donné. L'accompagnement induit un peu en arrière-plan cette idée de se revoir plusieurs fois. Mais il y a quelque chose aussi à mobiliser dans cette posture qui peut être de l'ordre de l'occasionnel. Là où je pratique, on fait pas mal de cartes cadeaux. Donc, c'est des gens à qui on a offert le massage qui seraient peut-être pas venus forcément nous voir. Et on peut faire face à certaines situations. Moi, je repense à quelqu'un qui venait de perdre un proche. Donc là, le massage, c'était quelque chose d'assez lourd, voilà, il y avait il y avait des pleurs, etc. Donc, comment j'accompagne ça? Et moi, j'étais vraiment satisfait d'avoir pu me former à vraiment un large panel de toucher, de massage, j'ai pu me sentir plus ancré et plus à même d'accompagner ça, en fait. Donc ça, c'est aussi super important. Donc, ça peut se manifester aussi vraiment juste sur le temps d'un massage, quoi. Oui, et ce que tu partages là, Clément, moi, me renvoie à une séance qui m'a permis vraiment de contacter que, en fait, le une fois était aussi suffisant. Je travaille avec plusieurs professionnels de santé, mais en l'occurrence une médecin généraliste qui me renvoie une de ses patientes. Cette personne venait de perdre son conjoint, donc d'une trentaine d'années, venait de perdre son conjoint avec une toute petite fille qui avait à peine 2 ans. Donc une situation a priori plutôt lourde. On pourrait penser en premier abord qu'il faudrait tout un tas de séances pour que l'accompagnement par le massage, par le toucher, puisse avoir la place dans le vécu de la personne. Et en fait, il s'est vraiment avéré que en une séance, elle a pu toucher, elle a pu remettre en mouvement ce qui était disponible en elle pour pouvoir continuer d'avancer. Euh, et c'est là où, en fait, je trouve aussi qu'on peut venir distinguer l'approche thérapeutique de l'approche d'accompagnant. C'est-à-dire que l'approche thérapeutique vient soigner quelque chose. Voilà, il y a un blocage, il y a une pathologie, il y a quelque chose qui est en train de nuire au bon fonctionnement, à la bonne santé de la personne. Et là où la thérapie va venir travailler ça, l'accompagnant va simplement remettre du mouvement. Remettre du mouvement, potentiellement avant que les choses ne s'empirent. En tout cas, voilà, remettre du mouvement dans la structure par cette prise relationnelle. Cette prise relationnelle dans l'échange verbal, mais aussi par l'échange tactile. Et dans la relation tactile, il y a vraiment une relation toute particulière qu'on vient recontacter. Hein. Cette expérience de la fusion qui est si euh, structurante dans l'évolution de l'individu. Donc, on vient vraiment contacter quelque chose de très fort d'un point de vue relationnel dans cet interstice du massage, du toucher. Moi, je vais me permettre, je vais oser. Allez, osons de bon matin. C'est grâce à vous que, à bien des égards, le système de santé et nous, masseurs kinésithérapeutes,
et ostéopathe, etc., on ne se retrouverait pas engorgé. C'est-à-dire que prendre soin en amont de l'être humain dans sa globalité par une approche par le toucher, eh ben, ça va libérer certaines rétentions, certaines tensions qui vont pas s'amalgamer et au fur et à mesure du temps empirer pour aller dans des processus pathologiques. Et c'est comme si vous étiez sur la frontière, sur la limite entre le non-patho et le patho. Et vous redonnez de la mobilité dans les différents corps, dans les différentes structures physiques, émotionnelles, mentales. Je vais aller jusqu'au spirituel en fonction de l'approche de chacune, chacun. Et, euh, et il y a une notion d'être acteur à part entière du bien-être, du mieux-être. Alors que les kinés, ma profession, je la vois comme la première ligne. C'est trop tard en fait. Nous, on les voit après. C'est déjà abîmé. C'est déjà abîmé et du coup, ça se manifeste par une douleur, par une restriction de mobilité ou par d'autres choses. Oui. Et merci pour ton partage, Benoît, parce que ça porte aussi, voilà, en fonction du cercle dans lequel on va échanger, il peut y avoir une réelle dissonance entre les discours. C'est vrai que dans nos pratiques respectives, on échange tous beaucoup avec le personnel de santé. Et il y a une vraie complémentarité entre l'approche thérapeutique, et il ne faut pas oublier que dans une démarche thérapeutique, il peut y avoir une forme d'objectivisation, que ce soit ben voilà, en médecine physique, avec cette objectivisation du corps qui va être analysée, on va lui prélever, où il va y avoir voilà, vraiment une potentielle distance entre l'être et son incarnation corporelle, si on peut parler comme ça. Et de revenir dans un rapport d'horizontalité neutre où l'autre n'essaye de modifier rien, n'essaye pas d'analyser euh, qui on est, c'est aussi recontacter son intégrité, son autonomie et c'est toutes les vertus du rapport d'horizontalité selon moi. Et il faut noter aussi hein, qu'avec toute la théorie autour du care dans le milieu soignant, les soignants ont ces consciences portées sur ont cette conscience portée sur une dynamique relationnelle qui serait plus de l'ordre de l'accompagnement. Mais la réalité de la pratique actuelle, enfin de l'état du système de santé actuel, faut que la plupart n'ont même pas le temps de pouvoir mobiliser cela. Une autre manière de maintenir ce rapport d'horizontalité, c'est de revenir à cette référence que représente la notion de congruence. Une notion qui a été théorisée par Carl Rogers, dont tu parlais, Benoît, dans le premier épisode, et qui est repris dans beaucoup de branches professionnelles, mais qui porte cette idée d'une forme d'authenticité dans le rapport. Mais aussi de ce que peut représenter cette authenticité comme atout, comme expérience riche dans la relation. C'est cette part de nous qui ose s'exprimer dans le cadre de la relation d'accompagnement et qui envoie le message à l'autre qu'il peut lui aussi s'autoriser à exprimer et qui lui permet également de pouvoir observer de quelle manière l'accompagnant perçoit les choses, vit les choses, ce qui va le renvoyer lui-même à ses propres perceptions. Cette congruence, elle nécessite vraiment que l'accompagnant ait un regard éthique sur sa pratique. De quelle manière, dans vos pratiques professionnelles, vous avez recours à cette notion de congruence ? Le prendre soin de moi par rapport à tous ces process qui s'activent par rapport aux problématiques des gens, eh ben, j'ai mon espace et je me fais accompagner. J'ai renoué avec la psychothérapie. Je prends aussi du temps pour aller m'explorer moi parce que Carl Rogers, lui, il parle du lieu d'évaluation. C'est un espace, une structure en soi sur laquelle chaque individu peut s'appuyer pour se valider. Mais si j'invite les gens à le faire, il faut que je le fasse pour moi. Donc, il y a des espaces qui me conviennent à ce jour. Je change d'outil thérapeutique parce que je change et j'évolue.
et qui m'aide à me comprendre et à me soutenir et à prendre soin de moi. Voilà, par rapport à tout ce qui peut émaner au travers des séances, en fait. Je fais pas de méditation, je fais pas. Alors oui, j'ai fait des choses qui m'ont permis de prendre soin de moi, mais je fais pas que ça. Et en fait, ça permet aussi on a vécu des expériences tous dans notre passé qui nous ont permis d'arriver à qui on est aujourd'hui. Mais c'est ça aussi qui permet d'accompagner aussi. C'est, bah, je suis peut-être comme toi, peut-être qu'on le vibre pas de la même manière, ou on le montre pas de la même manière, mais il y a comme ça qu'on peut arriver à accompagner l'autre. C'est notre vécu. Euh, Moi, je ne pourrais pas comprendre les personnes si je n'avais pas vécu des choses moi-même et que je suis peut-être en train de vivre encore. Et souvent, on dit qu'on attire qu'on attire notre miroir, hein. Donc, peut-être que c'est aussi une manière de percevoir à un instant T bah, peut-être où on en est. La chance que j'ai au salon où je travaille, c'est on est 8 praticiens. Donc, ce qui permet de prévoir des petits temps d'échange entre nous si quelqu'un rencontre une difficulté ou qui a envie d'avoir des points de vue différents sur une certaine situation, etc. Après, c'est pas forcément évident avec les emplois du temps de tout le monde de pouvoir se dégager du temps comme ça, pour pouvoir justement être en supervision, intervision. Mais du coup, quand on peut se croiser, on fait des duos, des choses comme ça, donc ça permet, on peut se croiser, même sur un temps d'échange assez court comme ça, on a le temps de pouvoir exprimer, d'avoir un petit point de vue et de discuter, d'échanger. Donc ça, je pense, c'est super important. Et puis, on peut être vraiment dans un métier où on est livré à soi-même. Donc, je pense que c'est bien de pouvoir se rapprocher, et garder un réseau aussi de praticiens accompagnants comme nous. Euh, bah, simplement, par exemple, au travers de nos formations, on a pu rencontrer des collègues, même s'ils sont ailleurs en France, on peut avoir des temps de visio, etc. Tous vos partages, moi, m'amènent vraiment à sentir combien la question des enjeux relationnels, elle est fondamentale, en fait, dans la posture d'accompagnement et de thérapie, où euh, dans les jeux relationnels, il y a des choses qui vont se rejouer, et en tant que praticien, sur un plan éthique, c'est vraiment important d'avoir conscience de tout ce que ça peut rejouer, tant de nos histoires perso que l'histoire personnelle du patient, du client, qui va venir rejouer quelque chose avec nous, et de pouvoir aller mettre de la présence et de la lumière là-dessus pour accompagner un mouvement qui peut là trouver une forme de résolution, là où auparavant ça avait pu être traumatique. Et ces prismes d'observation que représentent les théories liées aux enjeux relationnels appartiennent au domaine de la thérapie. Et c'est intéressant de voir que l'accompagnant, lui, a tout à fait besoin de savoir les mobiliser, mais il ne les mobilise pas dans la même optique que le thérapeute. Le thérapeute les utilise pour analyser la personne, identifier les processus pathologiques, les névroses, les psychoses éventuellement en jeu. L'accompagnant, lui, va utiliser ces outils d'analyse des enjeux relationnels pour s'observer dans la relation. Et donc être très en présence avec la manière dont il interagit avec l'autre. On change un peu de point de vue. Mais du coup, il y a tout son intérêt à ce que les accompagnants soient formés aux théories des enjeux relationnels. Et donc cette posture congruente de l'accompagnant peut se résumer, si en écoutant vos partages, c'est à ça que ça m'amène, peut se résumer sur cette conscience de soi de l'accompagnant, cette conscience à identifier les dynamique relationnelle dans laquelle il s'engage. Et ça demande vraiment de la pratique, de la formation, d'être outillé convenablement, d'avoir des ressources en dehors de sa pratique où l'on est accompagné soi-même, mais éventuellement aussi où on va travailler dans le cadre de thérapies plus poussées pour mettre en mouvement, pour tenter de transformer certains aspects de sa vie. Et c'est vraiment tout ça qui va permettre de garantir le rapport d'horizontalité dont on parlait au début de cet échange. On vous retrouve très prochainement avec un nouvel épisode qui portera cette fois-ci sur la notion de lâcher prise.
À bientôt!